Selon les Nations Unies, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde en 2023. Peux-tu deviner où se situent les États-Unis d'Amérique dans ce classement? À la 3e place. Et les États-Unis sont le 4e plus grand pays en termes de taille. Ils occupent environ 6% de la masse continentale de la Terre, un espace suffisant pour les 335 millions de personnes qui y vivent. Pas vrai? Inutile qu'ils se concentrent dans une seule région. Enfin, nous allons voir ça. Von dem Tanzenden Roboter. La population des États-Unis est répartie de façon assez inégale. Traçons une ligne en plein milieu du pays. Elle va du Dakota du Nord au Texas. Après avoir entré les données de recensement et fait quelques calculs, des chiffres stupéfiants apparaissent. 80% de la population américaine vit à l'est de cette ligne imaginaire. Les 20% restants vivent à l'ouest. Cela représente un Américain sur 5. Nous parlons ici de grandes régions métropolitaines, telles que Los Angeles, San Diego et San Francisco. Tu ne me crois pas? Il suffit de regarder une carte satellite nocturne des États-Unis. La partie droite, la côte est brille de mille feux, tu vois? Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il un tel déséquilibre entre les populations? Pour faire simple, c'est de l'histoire géo. La côte Est est l'endroit où les États-Unis sont devenus indépendants en 1776. Il s'agit des 13 colonies d'origine. Assez rapidement, les colons ont commencé à se répandre vers l'ouest. Une étape importante a été l'achat de la Louisiane. Aujourd'hui, cette région correspond à ce que nous appelons le Midwest. Et elle s'aligne parfaitement sur le bassin versant du Mississippi. Cela signifie qu'il y a beaucoup de terres fertiles, idéales pour l'agriculture. Mais cela signifie-t-il automatiquement un pic de population? Les données démographiques des États-Unis révèlent qu'une majorité de SS citoyens vivent soit sur la côte Est, soit sur la côte Ouest. Cela laisse une grande étendue pratiquement vide au milieu du pays. On l'appelle la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Cette zone s'étend de la frontière canadienne au nord jusqu'au Mexique au sud. La superficie totale de cette bande de terre est de 900 000 km². C'est 2 fois la taille de la Californie. Un territoire gigantesque. En fait, cette bande représente 12% des États-Unis contigus, soit les États-Unis sans l'Alaska et Hawaï. La ceinture traverse 7 États du nord au sud, mais sa population ne représente qu'1% du total des habitants des États-Unis. Cela ne veut pas dire que la région est complètement vide. Elle abrite un peu plus de 3 millions de personnes. C'est à peu près la population de la Jamaïque, mais il y aurait de la place pour beaucoup plus de résidents. Prenons l'exemple du Nigeria, Afrique de l'Ouest. Sa superficie totale est légèrement plus grande que celle de la zone dont nous parlons. Mais la population du Nigeria est énorme, 206 millions de personnes. Cela en fait le 7e pays le plus peuplé de la planète. Impressionnant, non? Mais pourquoi le Midwest des États-Unis n'est-il pas à la hauteur de son potentiel? Une dernière leçon d'histoire s'impose. J'ai déjà mentionné comment les États-Unis se sont étendus de la côte Est à la côte Ouest. Cela ne veut pas dire que l'Ouest était à la traîne. Prends par exemple les villes de San Francisco et de Los Angeles. Elles ont été constituées en 1850, soit seulement 13 ans après Chicago. L'année suivante, 1851, Portland, dans l'Oregon, a été intégré à son tour. Tu commences à comprendre. Et puis, en 1869, les États-Unis ont achevé la construction de leur premier chemin de fer transcontinental. En termes de transport, le pays était unifié. Il n'existe aucune raison historique pour justifier le fait que si peu de gens vivent dans le centre du pays. Maintenant, faisons un peu de géographie. Si tu regardes la carte physique des États-Unis, tu remarqueras que cette ceinture se trouve dans les grandes plaines. Comme son nom l'indique, la région est plate, ce qui devrait être idéal pour les grandes colonies. Mais en fait, ce n'est pas le cas. À l'est de cette région, il y a une énorme tache de couleur marron. Ce sont des montagnes, et pas n'importe quelle montagne. Il s'agit des Rocheuses. Cette chaîne est vieille d'environ 76 millions d'années. Plusieurs de ces sommets dépassent les 4200 mètres, et la majeure partie de la zone est constituée de parcs nationaux. Mais surtout, les Rocheuses jouent un rôle essentiel dans le climat de la région. As-tu déjà entendu parler de l'ombre pluviométrique? Je vais t'expliquer. Les phénomènes météorologiques humides se forment au-dessus de l'océan Pacifique. Ils se déplacent ensuite vers l'est, où ils rencontrent les Rocheuses. L'air doit alors franchir les montagnes. C'est là qu'il se refroidit et se condense.
Le résultat? Beaucoup de pluie et de neige pour les personnes qui vivent à l'ouest de la chaîne. Et seulement quelques gouttes à l'est. Lorsque l'air en provenance du Pacifique atteint enfin les grandes plaines, il ne contient plus beaucoup d'humidité. En fait, l'air commence à absorber l'humidité des terres environnantes. Cela nous donne un climat aride à l'est des Rocheuses. Et c'est exactement là que se trouve cette zone si peu peuplée. C'est l'une des régions les plus sèches du pays. Alors quand les colons sont arrivés au 19e siècle, ils se sont dit « Non, je vais continuer vers l'ouest ». En plus, il y avait la ruée vers l'or en Californie. Le climat de cette partie des plaines n'est pas idéal pour l'agriculture, et les immenses changements de température de l'air n'aident pas non plus. En une seule journée, elles peuvent passer de 20 degrés Celsius à moins 1 degré Celsius. Ces changements soudains sont nocifs pour la santé humaine. C'est comme si tu entrais dans une pièce climatisée par une journée d'été torride. Ce n'est pas une sensation agréable. Le sud de la Californie a un climat sec assez semblable. Pourtant, près de 40 millions de personnes y vivent. Cela fait de la Californie l'État américain le plus peuplé. Leur secret? Un vaste réseau de canaux d'irrigation et d'aqueducs, plus une part d'eau provenant du fleuve Colorado. Dans les grandes plaines, les étés sont très chauds, tandis que les hivers sont extrêmement froids. Les vents polaires sont à l'origine de ces conditions météorologiques extrêmes. Ils se déplacent le long de la crête des Rocheuses et descendent ensuite rapidement dans les plaines. Une journée d'hiver dans le Wyoming, par exemple, peut être agréablement douce le matin. Mais plus tard, dans l'après-midi, la température peut rapidement descendre en dessous de zéro. On ne sait jamais comment s'habiller. Qui voudrait venir s'installer ici? C'est ce que se disent 99% des Américains. Comme nous aimons nous sentir à l'aise, nous choisissons de vivre dans des zones climatiques tempérées. Les endroits qui sont soit trop froids, soit trop chauds, sont généralement peu peuplés. Il suffit de regarder le continent habité le plus sec. Tu as bien deviné. C'est l'Australie. Près de 70% du pays est aride ou semi-aride. C'est une façon subtile de dire que c'est un désert. Du coup, les Australiens sont regroupés dans les zones côtières. 90% d'entre eux vivent dans les grandes villes, Sydney, Melbourne et Perth. La seule exception est la capitale, Canberra. Ils l'ont construite à l'intérieur des terres, près d'une source d'eau. Mais l'intérieur de l'Australie est peu peuplé, tout comme les États-Unis. Il n'y a qu'une seule grande ville sur une superficie équivalente à 12 lacs Michigan, 700 000 km². Un grand coup de chapeau aux habitants d'Alice Springs. Ils vivent dans une véritable oasis. Et qu'en est-il des endroits au climat tempéré comme l'Europe? La population y est-elle uniformément répartie? Oui et non, selon les pays. En Allemagne, 77% des gens vivent dans des zones urbaines. Les grandes villes ne manquent pas. Berlin, Hambourg, Munich et Cologne comptent toutes plus d'1 million d'habitants. Mais regardons la France voisine. Combien de villes de plus d'1 million d'habitants peux-tu citer? Ok, Paris, sans aucun doute. Son aire métropolitaine compte plus de 12 millions d'habitants. Mais voici maintenant un fait stupéfiant. Les deux villes suivantes sur la liste, Lyon et Marseille, ont une population d'à peine 2 millions d'habitants. Tu remarques l'énorme déséquilibre? C'est le cas dans la plupart des grands pays européens. En Grèce, par exemple, 35% de la population vit dans la capitale, Athènes. Le centre des États-Unis, largement sous-peuplé, n'est donc pas un exemple unique. L'Amérique est le pays de tous les possibles. Mais les chances de bien vivre sont plus grandes dans les grandes villes. Les 100 premières zones métropolitaines du pays représentent au moins les 3/4 du PIB, produit intérieur brut de la nation. Et la plupart d'entre elles sont situées sur les côtes est et ouest. Il n'y a aucune ville de plus d'1 million d'habitants dans la ceinture sous-peuplée des États-Unis.